Bonjour, alors je te propose ici d'analyser l'origine physique de la force magnétique de Laplace qu'on a étudiée dans la séquence précédente. Et comme tu le vois, ça va nous conduire au concept de force de Lorentz. C'est aussi ce qu'on appelle la force électromagnétique de Lorentz. Tu verras, c'est une force fondamentale de la nature, ce qui te montre que cette séquence sera très importante pour toi. Elle va te permettre d'améliorer significativement tes connaissances du magnétisme parce que tu vas véritablement ici toucher au fondement physique du magnétisme. Alors voilà, pour analyser l'origine physique de la force de Laplace, je te propose de reprendre les choses là où on les avait laissées. Rappelle-toi, dans la séquence précédente, on a vu que quand le courant n'est plus perpendiculaire au champ magnétique, mais qu'il présente un angle quelconque θ avec ce champ, eh bien la formule de Laplace ILB doit être corrigée du facteur sinus de cet angle θ. Du point de vue de la direction de la force dans l'espace, là rien ne change, elle obéit toujours à la règle de la main droite qui dit que la force magnétique sera donc à la fois perpendiculaire au champ magnétique et au courant. Alors voilà, on a vu dans la séquence précédente que ces deux expressions mathématiques peuvent être écrites sous forme d'une expression mathématique très élégante, et ceci grâce à la notion d'élément de courant. Élément de courant qu'on a fait apparaître avec le vecteur L ici, qui permet de représenter à la fois l'extension spatiale du courant et sa direction dans l'espace. C'est bien un vecteur qu'on a multiplié par le courant I, de manière à faire apparaître l'élément de courant qu'il suffit alors de multiplier par le champ magnétique pour obtenir l'expression de la force magnétique de Laplace. Cette expression mathématique est équivalente à ces deux lignes ici. Pourquoi ? Eh bien parce que le produit qui est ici est bien le produit vectoriel. Le produit vectoriel a pour signification ce qui est écrit ici. Et si tu n'es pas encore familier avec ça, eh bien je t'encourage vivement à visionner les séquences qui y sont consacrées sur Wikipédia. Ça te sera indispensable si tu veux comprendre la théorie de l'électromagnétisme que tu vas bientôt découvrir dans les séquences qui vont suivre. Voilà. Alors, sous cette forme, la force magnétique de Laplace est très analogue à l'expression de la force électrique. Quand une charge électrique est plongée dans un champ électrique, elle subit une force qui est donnée par le produit de Q avec E, une structure qu'on retrouve ici, où on voit l'élément de courant qui joue le même rôle que la charge électrique, et bien sûr le champ magnétique qui joue le même rôle que le champ électrique. Alors voilà, cette analogie entre magnétisme et électricité a toutefois des limites parce que, en fait, ici, l'expression de la force électrique, je peux l'appliquer à un niveau tout à fait fondamental. Par exemple, je peux choisir pour la charge Q ici, la charge de l'électron ou du proton, c'est-à-dire d'une particule élémentaire, un constituant fondamental de notre monde matériel. Et ça, je ne peux pas le faire avec la force de Laplace, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas ici représenter un élément de courant à une échelle microscopique. Et pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'un courant est d'office constitué par un grand nombre de particules. Un courant, c'est ce qu'on appelle en physique un phénomène collectif, qui implique un grand nombre de particules, et donc on ne peut pas le réduire à une seule particule. Et ça a été proposé dès le début par Ampère. Quand Ampère a découvert le courant, il a tout de suite formulé que le courant était constitué de particules qu'il appelait les molécules d'électricité. Voilà, proposition d'Ampère qui a été vérifiée bien plus tard, puisqu'il a fallu attendre presque 80 ans, avec la découverte de l'électron par Joseph Thomson, le savant britannique, qui est donc le premier savant à avoir découvert une particule élémentaire. Voilà, donc Thomson a montré que le courant était constitué de petites particules qu'on appelle donc électrons, et qui constitue un courant qui implique donc d'office un grand nombre d'électrons, et donc ce qui nous empêche d'envisager cette force à une échelle microscopique, à une échelle fondamentale. Et c'est précisément le but de cette séquence, c'est d'aller décortiquer ici ce qu'on trouve dans cette formule de force de Laplace pour voir quelle en est l'origine physique fondamentale.
C'est donc ça que je te propose. Et pour ça, ce que je te propose, eh bien, c'est de reprendre l'expérience qui nous a conduit à la force de la place. Rappelle-toi, on avait considéré une tige conductrice dans l'entrefer d'un aimant, on avait fait passer un courant dans cette tige et on avait vu apparaître la force magnétique de la place. C'est cette expérience-là toute simple que je vais considérer maintenant avec toi pour analyser le contenu physique de la force de la place. Alors, je ne représenterai pas cette expérience en perspective comme ici, ça serait trop compliqué. Je vais faire comme d'habitude, je vais la représenter en coupe, c'est-à-dire que je vais la représenter comme comme le verrait un observateur en regardant les choses du haut. Que voit cet observateur? Il voit un champ magnétique qui vient vers lui, ce sont les flèches ici qui sortent du plan de ton écran. Il voit un courant qui se déplace vers sa droite et il voit vers lui, ici, la force magnétique de la place. Voilà, l'élément de courant qui apparaît dans cette formule, c'est bien sûr ici la multiplication du courant avec la longueur L ici, voilà, qui va donner le module de l'élément de courant. C'est important de bien comprendre, L, la longueur de l'élément de courant, c'est bien ici la longueur de l'entrefer dans lequel passe la tige. C'est un paramètre important que je vais donc considérer par la suite. Voilà, ça c'est le schéma que je te propose d'utiliser pour illustrer l'expérience que je vais te proposer pour analyser l'origine physique de cette loi de force. La première chose que je vais faire, c'est alléger la notation du champ magnétique ici. Elle est un peu forte, elle risquerait d'empêcher la clarté de mes schémas. Donc voilà, je vais atténuer la représentation du champ. Tu dois juste retenir que le champ s'étend d'ici à là, sur une longueur L, qui est donc bien la longueur de l'élément de courant qui est ici. Ça, c'est la formule de Laplace que je te propose d'analyser. On va décortiquer cette formule, je vais la proposer ici, pour la transformer au fil de mes raisonnements, tu vas voir. Alors, je vois dans cette formule l'élément de courant, que je vais tout de suite former ici, ça me permet de m'affranchir de cette grosse flèche ici. L'élément de courant qui est le produit de I avec L, L étant le vecteur qui permet de décrire l'extension spatiale de l'élément de courant et bien sûr sa direction dans l'espace, direction qui est bien sûr donnée ici par le vecteur unitaire dans le sens de déplacement du courant qui va bien vers la droite. Ça c'est le vecteur 1i, le vecteur unitaire dans le sens du déplacement du courant. Le courant que je vais représenter ici de manière tout à fait idéalisée par des électrons fictifs que je vais considérer comme ayant une charge positive. C'est plus facile comme ça. Si je considère que la charge est positive, le courant va dans le même sens que le sens de déplacement des charges électriques. Rappelle-toi, on a fait ça pour la loi d'Ohm également. Ça simplifie tous les raisonnements parce que quand on a un champ électrique dans un sens, on n'est pas obligé de dire que la force est dans l'autre. Voilà. Donc bref, pour la suite, je vais représenter les électrons par ces petites boules jaunes qui sont en fait des électrons fictifs de charge positive. Quand je les représenterai avec leur charge négative, ils seront représentés en noir, comme on le fait d'habitude. Pour représenter une charge négative, on utilise le code de couleur noire, tout comme on utilise le rouge pour les charges positives. Voilà. Donc c'est très clair. Ce que je vais te proposer comme première transformation de la loi de force de Laplace, c'est tout simple. Je vais tout simplement écrire ce vecteur L ici comme étant égal à son module fois le vecteur unitaire dans la direction de ce vecteur. Ce vecteur est dirigé dans le sens du courant, c'est-à-dire dans le sens de ce vecteur 1i, le vecteur unitaire dans le sens du courant. C'est tout simple, je peux donc effectivement écrire ceci, ce que je vais donc aussi écrire dans la formule de force de Laplace. Et voilà, maintenant je vais m'occuper du premier facteur qui est ici, I. Qu'est-ce que I? I, c'est le débit de charge, forcément. Le débit de charge, pour ça, il suffit que je considère par exemple la section d'entrée ici de la tige conductrice. Elle a une certaine section circulaire au travers de laquelle tu vois que des électrons passent sans arrêt. Sur un laps de temps déterminé, delta t, une certaine quantité de charge bien déterminée va passer. Je peux l'appeler Q. Si Q est la charge qui passe au travers de la section d'entrée ici sur l'intervalle de temps delta t, alors le rapport de Q sur delta t, c'est le débit de charge, c'est le courant. J'ai bien ici des coulombs par seconde, c'est-à-dire des ampères. Voilà, alors c'est la forme du courant que je vais utiliser ici dans la force de Laplace, mais avant ça,
J'aimerais bien ici concrétiser un petit peu cette idée du courant en te proposant ici un intervalle de temps bien déterminé correspondant à une charge bien déterminée. Et pour ce temps d'état t, je te propose de prendre en fait le temps de traversée d'un électron sur tout l'entrefer de l'aimant, c'est-à-dire le temps de parcours d'un électron sur l'élément de courant. Hein, voilà, donc je vais concrétiser ça, je vais prendre un chronomètre, j'arrête pour le moment le temps, à l'image du chronomètre qui est encore arrêté. Voilà, et tu vois que au temps 0 ici, il y a un électron qui est prêt à passer pour commencer à constituer le courant qui passe ici au travers de la section d'entrée. Je vais colorier cet électron en rouge pour que tout soit bien clair. Voilà, et pour le temps delta t, pour cet intervalle de temps, je vais prendre le temps qui est nécessaire à cet électron pour se déplacer sur toute la longueur de l'élément de courant, toute la longueur de l'entrefer de l'aimant, c'est la longueur L. Voilà, c'est ce que je vais faire, je vais mettre en route mon chronomètre, hop, voilà, le temps delta t commence, tu vois que pour que ce soit clair, je colorie bien les charges pour qu'on identifie bien les charges Q qui correspondent à ce temps, voilà, j'arrive bientôt au bout du temps ici, top, c'est fini. C'est le temps, je considère, c'est le temps delta t ici, correspondant à cette charge Q. Et tu vois que si je prends le temps de traverser de tout l'entrefer, eh bien, la charge Q constitue tout simplement toute la charge de l'élément de courant. C'est la charge transportée par l'élément de courant. Voilà, je vais l'indiquer ici pour que ce soit bien clair. Elle est coloriée en rose, hein, comme ça tout est bien clair pour toi. C'est la charge de tout l'entrefer, à condition que delta t soit bien ce temps de traversée. L'électron était là au départ, il a parcouru toute la distance L. Et le temps sera bien donné, bien sûr, hein, le temps de traversée sera bien donné par cette longueur. Plus cette longueur est grande, plus l'intervalle de temps delta t que j'ai mesuré sera grand. Et bien sûr, plus la vitesse de déplacement des électrons sera grande, plus ce temps sera petit. Hein, ce temps n'est rien d'autre que L sur V. Bien entendu, si V est bien la vitesse des charges associée à ce courant. Ce courant existe parce que les charges sont en vitesse, à la vitesse V. Ceci, c'est bien la vitesse qui est responsable du courant. Ok, donc voilà, je vais utiliser pour delta t ici, je vais écrire cette formule comme étant Q sur L sur V. Voilà qui est écrit. Donc voilà, je vois ici que V apparaît au dénominateur du dénominateur, c'est-à-dire qu'il va monter ici au numérateur, ce qui est une évidence, hein, plus la vitesse des charges est grande, plus le débit de charge est grand, plus le courant donc est grand. Voilà, ça c'est l'expression du courant que je vais utiliser ici dans la force de Laplace. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu visualises bien cette charge. Hein, je n'ai pas choisi n'importe quoi ici, ceci est bien l'expression du courant parce que Q représente toute la charge de l'élément de courant et le temps delta t est bien le temps qu'il fallait pour obtenir cette charge. Hein, tu dois bien comprendre la cohérence ici. Et ce temps pour obtenir cette charge Q, c'était bien L sur V comme c'est encore indiqué là. Voilà. Et bien sûr, cette charge Q présente une certaine dynamique. On ne peut pas l'attribuer à des électrons bien déterminés. Ici, j'ai des électrons qui quittent. Hein, cette charge Q, mais cette charge Q est maintenue constante parce que les électrons qui quittent ici sont compensés par les électrons qui rentrent de ce côté-ci. Hein, tu as bien compris qu'il y a une dynamique là, que je vais illustrer maintenant avec l'animation. Les électrons qui rentrent ici en continu ressortent ici, de manière à ce que cette charge Q soit bien constante à tout moment. C'est la charge de l'élément de courant. Voilà, c'est donc bien ça que je vais considérer, la charge de l'élément de courant, la longueur de l'élément de courant et la vitesse des charges constituent dans cette expression l'expression du courant que je vais mettre ici à la place de I. Voilà, je fais ça sans tarder comme ceci. Je vois une simplification des L, bien sûr. Voilà, je peux supprimer les L, c'est tout simple. Et je vois apparaître ici le produit de V avec un I. V, c'est la vitesse écrite en module ici pour le moment. Mais si je prends le module de la vitesse et que je multiplie par le vecteur unitaire dans la direction de cette vitesse, forcément, j'obtiens le vecteur vitesse lui-même. Ceci n'est rien d'autre que le vecteur vitesse lui-même, et je peux donc tout de suite l'écrire. Voilà. Ça, c'est la formule, la nouvelle formulation de la force de Laplace à laquelle je vais m'intéresser. Je vais venir la mettre ici, pour la comparer à la formule de force de Laplace de laquelle on est parti. Voilà. Et je vais me laisser m'inspirer par ça. Ce que je vois ici, je vois que la force magnétique prend deux formes mathématiques différentes.
Dans l'une, je vois IL ici, et je vois que IL peut être transformé après des petites transformations très simples en Q fois V. Et ça, c'est pas tellement une surprise. Voilà, on voit bien qu'un courant, c'est effectivement un transport de charge, un élément de courant d'une certaine longueur L comporte une certaine charge, et voir cette charge multipliée par la vitesse ici n'est pas tellement une surprise. On peut se douter effectivement qu'un courant contient une certaine charge en mouvement à la vitesse V. Voilà. Donc voilà, ça c'est pas tellement surprenant sur le plan mathématique, mais maintenant je te propose de nous laisser nous inspirer par les mathématiques. Ce que les physiciens font très souvent. On se laisse s'inspirer par les mathématiques pour en tirer des enseignements. Je te propose de tirer des enseignements de cette nouvelle forme ici de la force magnétique de Laplace. Qu'est-ce que j'y vois? Analysons d'abord la première forme. La première forme, on commence à être habitué. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le champ magnétique provoque des forces magnétiques sur des courants. Ça, on est familier avec cette idée. Dans cette deuxième forme qu'on a ici, qu'est-ce qu'on voit? Et là, on est un petit peu plus surpris. On voit que le champ magnétique occasionne des forces magnétiques sur des charges électriques. Et ça, c'est surprenant. On a plutôt l'habitude que les charges électriques soient sensibles au champ électrique. S'il y a un champ électrique, effectivement, dans l'environnement de cette charge, si ce champ électrique ici agit sur cette charge Q, je vais voir apparaître une force Q fois E. On voit le Q ici, tout comme on voit le Q là. Ça, c'est surprenant. Il faut reconnaître que nous, on avait l'habitude que le champ magnétique agisse sur des monopôles. On a remplacé ensuite ces monopôles par des courants. Mais maintenant, on remplace ces courants par des charges électriques. Et donc, on retourne à cette notion plutôt de champ électrique. On commence à être un petit peu perturbé là. T'es d'accord? Voilà. Mais je vois aussi que la vitesse joue un rôle. Je peux dire que le champ magnétique, effectivement, agit sur des charges électriques par l'intermédiaire de la vitesse. Et ça, je te propose d'analyser maintenant. Et avant d'analyser ça, je voudrais d'abord attirer ton attention sur le fait que ce que j'ai dessiné ici est faux. J'ai mis un vecteur force ici qui agit sur la tige elle-même, exactement comme la force magnétique. Et ça, c'est faux. Une tige conductrice dans un champ électrique ne subit pas de force électrique. Pourquoi? Parce qu'un milieu conducteur est un milieu qui est neutre électriquement. Qu'est-ce qu'un milieu conducteur? C'est un milieu qui est fait d'atomes qui mettent en commun un électron. J'ai les atomes ici qui vont ensemble tous libérer chacun un électron, que je représente comme une petite boule noire, ici pour bien dire qu'ils sont de charge négative en réalité. Et si un atome qui est neutre électriquement a libéré une charge négative, forcément c'est qu'il est devenu positif. C'est devenu un ion positif. Et j'ai autant de plus que de moins dans un milieu conducteur, c'est-à-dire que c'est un milieu neutre. Il possède une charge nulle. Et donc si je mets la force ici électrique sur le fil conducteur, en réalité c'est faux, parce qu'il possède une charge qui est nulle. Charge nulle veut dire force nulle, bien entendu. Il n'y a pas de force sur un fil électrique. Sur un fil qui conduit du courant, il n'y a pas de force. Ne confonds pas ça. Le fil conducteur véhicule des charges, effectivement, mais globalement, il est neutre électriquement. Et dans un champ électrique, il ne subit pas de force. C'est très important de bien comprendre ça. L'absence de force, je peux aussi l'interpréter autrement. Et c'est important, et si tu vas voir, ça va me permettre d'analyser la vitesse. L'absence de force sur le fil conducteur ici, je peux l'analyser en termes de symétrie des forces agissant sur les électrons et les ions positifs. Effectivement, si je plonge ici ce milieu dans le champ électrique comme je le propose pour mon fil ici, les ions positifs vont subir une force dans le sens du champ électrique, alors que les électrons subissent une force dans l'autre sens, puisqu'ils sont de charge négative. Et donc on voit que le champ électrique agit de manière symétrique, avec des forces opposées sur les charges positives et négatives du milieu conducteur. D'accord? C'est pourquoi il n'y a pas de force électrique. C'est une manière plus adéquate ici de l'interpréter. Pourquoi? Parce que maintenant je m'intéresse à la force magnétique. La force magnétique, elle existe bien. On observe bien cette force magnétique. Ça veut dire que le champ magnétique agit sur des charges, mais il n'agit pas de la même manière, pas de manière symétrique sur les électrons et les ions positifs. Les ions positifs semblent ne pas être concernés par cette force. La charge Q, ici, on l'a dit, c'est la charge relative au courant. C'est la charge qui caractérise l'élément de courant. C'est la charge transportée par le courant.
Alors que, voilà, si le champ magnétique agissait sur les ions positifs, ben, il agirait de manière symétrique et on n'aurait pas de force magnétique. Hein, ça serait comme le champ électrique. Or, c'est pas ça qu'on observe. On observe bien cette force magnétique qui dit que le champ magnétique agit bien seulement sur les charges électriques. Alors, pourquoi est-ce qu'il agit les charges des électrons, je dis. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que le champ magnétique agit sur les électrons et pas sur les ions? Ben, il suffit de se pencher sur la vitesse, bien sûr. C'est parce que les électrons ne sont pas dans la même situation physique que les ions positifs. Les électrons, eux, se déplacent, leur vitesse V est non nulle. Si elle était nulle, cette vitesse, ben, je n'aurais pas de force. V serait égal à 0, je n'aurais pas de force magnétique. Et c'est ce qui se passe pour les ions positifs. Les ions positifs, eux, ne se déplacent pas, leur vitesse est nulle, et donc le champ magnétique n'a pas de prise sur eux. C'est pourquoi on observe cette force magnétique. C'est parce qu'elle n'agit que sur les charges qui ont une vitesse. C'est la charge Q de l'élément de courant qui est bien une charge en vitesse. Voilà, donc tu vois qu'on apprend déjà beaucoup de choses rien qu'en écrivant ici la loi de Laplace sous une forme alternative faisant apparaître la charge de l'élément de courant. Voilà. Et maintenant, je peux considérer l'échelle microscopique. Rappelle-toi, c'est le but. C'est de voir quelle est l'origine microscopique de cette force de Laplace, quelle est l'origine fondamentale de cette force de Laplace. Et pour ça, ben, tout est représenté. Quelle est l'origine microscopique de cette force, puisque je vois la charge Q ici, et que je sais que cette charge Q est constituée de la charge des particules élémentaires que constituent les électrons. Ben voilà, il me suffit de dire que j'ai grand N électrons ici, dans l'élément de courant. Si j'ai grand N électrons, ben je sais que la charge Q, ce sera N fois Q, et je peux remplacer grand Q par N fois Q. Et ça, de nouveau, ça me donne une troisième forme de la formule de force de Laplace, et cette formulation-là, ben, elle va de nouveau m'apporter des enseignements. Qu'est-ce que j'y vois? Ben, je peux comparer cette formule-là à celle-ci. Je vois ici un certain nombre de fois une expression qui est QV croix B. Et ici, je vois aussi un QV croix B. Ici, Q, c'est toute la charge de l'élément de courant, et ici, Q, c'est la charge juste d'un électron. Mais si j'interprète ça de la même manière en me disant que le champ magnétique agit sur des charges en mouvement, ben je vois ici un champ magnétique qui agit sur une petite charge qui est la charge d'un électron en mouvement. Effectivement, donc je peux m'attendre à avoir ici une force à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle fondamentale. J'ai ici une particule élémentaire. Et si cette particule est en mouvement, ben je peux l'interpréter exactement comme je l'ai fait là, pour la charge complète, mais ici à l'échelle d'une seule charge. Et je peux supposer de ce passage-ci que chaque électron subit une force qui est QV croix B, avec Q qui est la charge de l'électron. C'est-à-dire que je suis bien à l'échelle microscopique, à un niveau donc fondamental. Mais ça, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse parce que je me suis affranchi du N ici. Je n'ai plus qu'un électron, c'est pourquoi je l'ai sorti ici. Je n'ai plus ici un phénomène collectif. L'hypothèse que je fais ici, ben, ça voudrait dire qu'un électron tout seul dans un champ magnétique, avec une vitesse de déplacement, subit une force magnétique de Lorentz donnée par QV croix B. V croix B, j'ai bien une petite force ici qui tire l'électron vers le bas. Mais je mets un point d'interrogation, pourquoi? Parce qu'ici, je ne peux plus retrouver l'élément de courant que j'avais ici. Ça, IL, c'est l'équivalent de ce Q fois V. C'est juste une transformation mathématique. Mais quand j'abandonne le N ici, j'abandonne le caractère collectif du courant, je n'ai plus qu'une charge, et je n'ai donc plus de courant. Je n'ai plus de débit ici. Je n'ai plus de courant. Si on admet que que le champ magnétique agit sur des courants, eh bien, ceci, je ne pourrais pas le dire. Si j'admets plutôt que le champ magnétique agit sur des charges en mouvement, alors je pourrais le dire. Mais c'est une supposition, c'est pourquoi je laisse encore un point d'interrogation. Et c'est ça que je te propose d'analyser. Effectivement, si chaque électron subissait cette force, eh bien, effectivement, je pourrais dire que toutes ces forces se combinent n fois, elles sont toutes dans le même sens, et donc elles vont bien occasionner tout ensemble cette force-ci, qui est l'équivalent de celle-là, et qui est l'équivalent de celle-là. Donc voilà, si ça fonctionnait comme ça marcherait. Je pourrais dire effectivement qu'un électron en vitesse subit la force QV croix B. Tout paraît très simple, ça apparaît de façon équivalente à mesurer le poids de NB.
Si je prends n billes comme ça sur une balance, ben je vais mesurer n fois le poids d'une seule bille. C'est tout aussi simple que ça. Mais en réalité, ce ne l'est pas du tout. Ceci est un point de vue très naïf. La première chose ici, c'est que les électrons ne reposent pas sur un plateau. Ils sont en suspension ici, ils constituent un gaz d'électrons libres. D'accord ? Alors on pourrait toujours se dire que s'ils subissent une force vers le bas, ils vont se retrouver ici accumulés, retenus par les forces de cohésion matérielle ici, ils vont se retrouver là, dans le bas du fil. Et effectivement, s'ils continuent à constituer un courant en bougeant à la vitesse V qui est indiquée là, ils pourraient subir la force ici qui pour le moment est une supposition. Alors si c'était le cas, effectivement, ils seraient là tous ensemble, ils sont en nombre n, et donc j'aurais bien n fois cette force, n fois QV croix B, c'est-à-dire ceci, c'est-à-dire ceci, c'est-à-dire ceci. Voilà, mais ça, ce n'est pas le cas. C'est certainement pas comme ça que ça se passe en pratique. Les électrons ont tous la même charge, ça veut dire qu'ils se repoussent. Ils sont tous de charge négative, et donc je reprends mon schéma ici. Les électrons ont plutôt tendance à s'étaler de manière uniforme dans le conducteur. Ils ne vont certainement pas reposer tous au fond comme c'est ceci. Je n'aurai pas l'équivalent ici. Voilà, et en plus j'ai de l'agitation thermique. Donc ce qui va se produire ici est bien plus compliqué. J'ai des électrons en agitation constante. Voilà, pour te montrer ce qui se passe, je vais faire le zoom ici sur le comportement d'un petit électron que je prends comme ceci. Voilà, l'électron dans sa trajectoire pour constituer le courant, là, il va subir des obstacles. Il va rebondir ici sur les ions positifs du métal. Ils vont aussi rebondir sur les limites ici en raison des forces de cohésion. Ils ne vont pas traverser la surface ici, ils vont rebondir. Voilà une petite animation qui illustre typiquement les phénomènes que rencontre un électron qui constitue un courant. Il se déplace globalement dans le sens proposé de la gauche vers la droite, mais sa vitesse locale n'est pas une simple vitesse horizontale comme je te le proposais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai fait une représentation très naïve du courant, en représentant juste la vitesse moyenne d'ensemble du nuage d'électrons, du gaz d'électrons que constituent ces électrons libres du métal. Voilà, en réalité, ce qui se passe, c'est que chaque électron a une vitesse qui peut être tout à fait d'orientation, tout à fait quelconque. Voilà, alors or, c'était bien cette vitesse horizontale ici, quand je faisais V croix B qui me donnait une force verticale. Si je fais V croix B en mettant ma main comme ceci, dans le sens de V, et que je rabats mes doigts vers V, tu vois que mon pouce va en diagonale comme ceci, à un angle quelconque. Voilà, il est juste perpendiculaire à V et au champ magnétique. Ça, c'est la direction de la force. Voilà, tu vois bien que la force, toutes les forces ne vont pas se combiner avec la même direction, comme je le proposais, pour obtenir n fois QV croix B. J'ai encore pris ici un autre exemple. Tu vois qu'ici, le rebond se fait avec une vitesse qui va de la droite vers la gauche. Je rebondis comme ceci, ça arrive tout le temps, il y a des collisions dans tous les sens. Et si je prends cette vitesse par là, tu vois que cette fois-ci, mon pouce monte. La force magnétique, à l'échelle microscopique, je l'ai écrit petit f pour cette raison, c'est pour ça que j'ai changé de notation. Grand F, c'est pour la force macroscopique, ici c'est pour à l'échelle microscopique, je l'écris petit f. Voilà, la force qui agit sur l'électron, ici elle va en haut. Donc tu as compris que je suis très loin de l'image qui serait équivalente à celle-ci, où chaque bille pèse bien vers le bas pour constituer le poids total ici, n fois le poids d'une bille. Ceci est une image complètement fausse. En réalité, les forces que subissent les électrons vont dans tous les sens. Et il est très difficile d'imaginer que toutes ces forces se combinent pour donner n fois QV croix B. Tout simplement parce que ces vecteurs ne sont pas dans le même sens, on doit les combiner de manière compliquée. En réalité, pour résoudre ce problème à partir de là, il faut faire ce qu'on appelle un développement de physique statistique. Et ça, c'est très long, ça demande beaucoup de calculs, beaucoup de connaissances en mathématiques. Voilà. Alors, pour ne pas être confronté à ces calculs et te montrer que cette hypothèse-là est malgré tout la bonne, je vais te proposer une autre démarche, toute simple, qui se base sur une expérience de la pensée. L'expérience de la pensée est une démarche scientifique en tant que telle, qui est souvent utilisée pour comprendre les choses avec profondeur et pour apprendre donc des choses. Voilà, dans cette expérience de la pensée, je te propose de remplacer la tige conductrice qui est ici par une tige isolante, du plexiglas par exemple. Tu imagines
un petit cylindre de plexiglas, une tige de plexiglas, qui est donc neutre électriquement, hein, comme le fil conducteur ici. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre une étoffe ici, un tissu, et je vais frotter vigoureusement toute la longueur de la tige, de manière à la charger en électrons de façon uniforme. J'ai donc fixé des électrons et je te propose de remplacer cette tige conductrice par cette tige chargée d'électrons. La voilà, elle est représentée. Tu vois que je suis passé de la couleur grise à la couleur bleue qui représente ici le plexiglas. Voilà tous mes électrons. Alors tu vas me dire, si les électrons sont fixés, comment est-ce que je vais faire pour récupérer l'élément de courant qui m'intéresse puisque je suis en train d'étudier la force magnétique de Laplace? Tu l'as compris, hein, ce que je vais simplement te proposer de faire, c'est créer un courant, un élément de courant, en tirant sur la tige avec une certaine vitesse. Tu es d'accord que si je tire sur la tige à une certaine vitesse, ici j'aurai un débit d'électrons qui quitte l'entrefer, qui sera continuellement renouvelé ici par un débit d'électrons qui entre dans l'entrefer. Je suis en train de créer exactement les conditions que j'avais quand j'avais un courant dans la tige conductrice. C'est exactement la même chose. Je peux dire qu'avec cette vitesse-là, je suis en train de recréer cet élément de courant et je dois m'attendre à observer cette force magnétique de Laplace à laquelle on est habitué. Je peux bien sûr prendre le deuxième point de vue et dire que cet élément de courant de longueur L possède une certaine charge, voilà la charge qui se trouve dans l'entrefer et qui se déplace à une certaine vitesse V quand j'aurai déplacé la tige à cette vitesse comme tu le vois. Voilà, donc je m'attends bien sûr à observer ici la force magnétique de Laplace. Et je pourrais même continuer maintenant à prendre ce point de vue-ci de la troisième forme. Effectivement, maintenant les électrons sont fixes. Je peux les considérer donc en vitesse horizontale comme ceci. Je fais V croix B. Chacun des électrons subit cette petite force qui cette fois-ci est verticale. Elles seront toutes dans le même sens. En nombre n, je vais retrouver cette force à l'échelle microscopique, et n fois cette force microscopique, QV croix B, me donne bien la force magnétique de Laplace, qui est bien la même que celle-ci, qui est bien la même que celle-là. Cette fois-ci, mon hypothèse qui dit que l'électron qui se déplace à vitesse V dans un champ magnétique B subit cette force, eh bien, serait cette fois-ci cohérente. Mais est-ce que c'est bien comme ça que ça se passe? C'est ce que je vais te montrer maintenant, en continuant mon expérience de la pensée. Voilà, je vais continuer mon expérience de la pensée, et pour ça, je vais d'abord faire une dernière remarque par rapport à la différence qu'on avait avec la tige conductrice. Maintenant, j'ai bien une force électrique qui va exister. Avec la tige conductrice, je ne l'avais pas, c'était un milieu neutre, mais ici, je suis parti du plexiglas qui était neutre, je l'ai chargé électriquement, donc j'ai bien une charge positive, enfin pas positive, oui positive ici, puisque les électrons sont supposés de charge positive, pardon. Donc voilà, en pratique elle est négative. Mais voilà, j'ai bien une charge nette ici, Q non nulle, qui va me donner ici chaque électron qui va subir ce champ électrique avec la force Q fois E. Ça va se combiner n fois pour me donner Q fois E, grand Q fois E, grand Q valant n fois le petit Q qui est là. Voilà, c'est la seule différence que j'ai avec le fil conducteur. Mais si j'enlève ce champ électrique, ce que je vais m'empresser de faire, puisque ce qui m'intéresse, c'est la force magnétique. Voilà, je vais donc m'intéresser à cette force magnétique. Je vais ici tirer sur la tige à vitesse V pour créer ce courant, pour créer cette charge en mouvement et observer la force magnétique de Laplace, bien sûr. Tant que la tige sera présente, il y aura cette force. Si elle est en mouvement, bien sûr, à un moment donné, j'arriverai au bout de la tige et la force forcément disparaît. Voilà, je propose de continuer la deuxième étape de mon expérience de la pensée. Cette fois-ci, je vais frotter ici avec le tissu, mais seulement sur une petite zone. Sur cette petite zone, je vais donc créer un petit ensemble d'électrons. Voilà, ils sont représentés là, qui constituent une charge grand Q. Et maintenant, je vais bien sûr mettre cette tige en mouvement, comme j'ai fait dans la première étape. Et je pourrais maintenant me poser la question de savoir, est-ce qu'une force va apparaître sur cette tige ? On a envie de dire que oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, j'ai une charge en mouvement. Donc je peux reprendre ici le contexte de la force magnétique de Laplace sous ces deux regards que j'ai développés. Ici, je vais commencer par le premier. IL, l'élément de courant. Est-ce que j'ai encore un élément de courant? Qu'est-ce que tu en penses? Ben non, je n'ai plus d'élément de courant. Je vois qu'ici, je n'ai plus vraiment de débit de charge entrant.
je n'ai plus de débit de charge sortant. J'aurai un débit sortant seulement quand cette charge arrivera là. J'aurai un débit entrant seulement quand cette charge arrive là. Donc on n'a plus du tout les mêmes conditions. Je ne peux plus parler, à proprement parler, d'éléments de courant. J'aurai un élément de courant quand la charge était complète et qu'elle défilait comme ceci de manière continue quand je bouge la charge avec la vitesse V. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas cette charge continue inscrite sur la tige de plexiglas. Je n'ai plus qu'un petit nuage de charge comme ceci. Donc, je suis obligé d'abandonner cette représentation. Et ceci te montre que cette représentation de la force magnétique est en fait un cas particulier de celle-ci. Si la force de Laplace a cette expression-là pour un courant, c'est fondamentalement parce qu'un courant constitue une charge en mouvement. Et donc maintenant, je vais supprimer la force de Laplace sous sa formulation classique pour ne garder que celle-là, pour bien souligner que c'est celle-là qui prévaut, c'est celle-là qui représente la physique qui se trouve derrière la force magnétique. Ce sont des charges en mouvement qui subissent le champ magnétique pour voir apparaître une force magnétique. Voilà, effectivement, on se doute bien que la force magnétique va apparaître sur cette charge en mouvement, puisqu'elle apparaissait quand la charge occupait tout l'entrefer. Qu'est-ce que ça change? Que la charge occupe tout l'entrefer ou seulement une partie? On se doute bien que si on prend la bonne valeur de Q ici pour exprimer la force, la bonne valeur de la vitesse ici, la bonne valeur du champ B, on aura bien sûr la bonne force magnétique. Ok, donc voilà, dans mon expérience de la pensée ici, je vais reculer la tige pour pouvoir prendre plus d'élan ici. Je vais tirer sur la tige à vitesse V, et bien sûr, la force magnétique va apparaître dès que la charge rentre dans l'entrefer de l'aimant. Ce n'est que quand la charge apparaît dans l'entrefer que la force magnétique apparaît sur la tige. Dès que la charge quitte, il n'y a plus de force magnétique. Voilà, j'espère que tu l'as compris. La dernière étape, elle est toute simple, tu l'as sans doute déjà anticipée. Je vais juste maintenant considérer que je ne garde qu'un électron. Grâce à l'expérience de la pensée, je peux le faire. C'est ça la force de l'expérience de la pensée. Je peux très bien considérer que j'enlève tous les électrons, je ne garde que celui-là. La charge Q est devenue la charge petit q et je vais m'empresser de le changer. Et cette force-là, c'est forcément la force à l'échelle microscopique. Je ne peux plus l'écrire grand F, je vais l'écrire petit f, parce que je m'adresse ici à une particule élémentaire. C'est la force petit f qui vaut M, petit fm qui vaut Q, V croix B. C'est la force qui s'exerce sur cet électron. Et maintenant, j'ai plus besoin de la tige, bien sûr. La tige était là pour fixer plusieurs charges. Si je n'en ai qu'une, autant garder l'électron lui-même. Et pour faire mon expérience de la pensée, maintenant, ce que je vais faire, c'est sortir l'électron de l'entrefer pour le lancer avec une vitesse horizontale dans cet entrefer. Et essaye d'imaginer ce qui va se passer. Tu l'as sans doute compris. Voilà ce qui se passe. L'électron est défléchi vers le bas, bien sûr, puisqu'il a subi la force ici, vers le bas. QV croix B. Voilà, et tu vois comme ça qu'on est amené à cette conclusion, ça ne peut être que comme ça, une charge en mouvement dans un champ magnétique subit une force qui est QV croix B. Ça, c'est l'origine physique fondamentale de la force magnétique de Laplace. C'est ce qu'on appelle la force de Lorentz. Pourquoi Lorentz? Eh bien parce que c'est Hendrik Lorentz, le savant hollandais, qui a formulé cette force magnétique, électromagnétique en réalité, je ferai une remarque là-dessus dans quelques secondes. Il l'a démontré de façon extrêmement élégante et extrêmement rigoureuse en partant des principes généraux de la mécanique et de l'électromagnétisme. Il a fait ça donc en 1895, quelques années avant même la découverte de l'électron. Voilà, c'est en son honneur qu'on donne son nom donc à cette force qui est, je le répète, l'origine physique de la force de Laplace qui, elle, ne s'exprime qu'à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire non fondamentale. Cette force à l'échelle macroscopique a comme origine une origine microscopique fondamentale qui se trouve ici dans la force de Lorentz. Chacune des particules qui constituent le courant subit cette force QV croix B. Si on met toutes ces forces ensemble, on va trouver ILB, comme on l'a démontré dans cette séquence. Voilà, alors comme je le disais il y a quelques secondes, Hendrik Lorentz, dans son développement, a été très général et a considéré la présence d'un champ électrique également.
Si je rajoute le champ électrique ici vers le bas, je dois rajouter forcément la force électrique qui s'exerce sur cette charge. Et je vais bien sûr avoir une force un peu plus grande de Q fois E, bien entendu. Et c'est ça qu'on appelle la force de Lorentz. Et ce n'est plus simplement une force magnétique, c'est une force électromagnétique. Et c'est pourquoi je viens de rajouter un E ici. C'est la force électromagnétique de Lorentz, une force fondamentale de la nature qui concerne la charge électrique en présence d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Voilà, tu fais ton entrée comme ça dans le domaine de l'électromagnétisme. Voilà, je te félicite pour ça. Tu verras, ça va devenir assez passionnant. On va pouvoir maintenant entamer tout doucement l'étude de l'électromagnétisme. Voilà, je t'invite pour la prochaine séquence dans laquelle on va étudier avec quelques détails ici cette force électromagnétique de Lorentz. Je te remercie pour ton attention et te dis donc à très très bientôt.